On entend un mot qui revient dans votre propos. Razzia. Pourquoi vous insistez sur ce mot-là? J'insiste sur les razzias parce que lorsqu'on parle de traite, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de concert de travail entre l'Afrique et l'Europe. Il n'en a jamais rien été. Parce que les razzias relèvent de ce qu'on appelle, les Portugais appelaient le filamento. C'est une technique purement occidentale où on attrape les gens pendant leur sommeil, où on les pourchasse. Et c'est de cette façon que l'Europe a toujours mené l'affaire des razzias négriers transatlantiques. Donc, il n'y a jamais eu de traite, parce que j'ai peur qu'il y ait des confusions. On attrapait les gens, on n'a jamais négocié qui que ce soit. Quand les Occidentaux sont venus, c'était pour arracher les Africains à leur terre et par la violence du filamento. Il est arrivé un moment où les Occidentaux ont vidé les prisons. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait aussi quand ils ont commencé à occuper l'Amérique. Vous voyez que l'Afrique avait déjà ouvert la voie. Ce qu'on appelle les lanzados. La France a utilisé la même technique ici. Je vous dis, il n'y a pas de génération spontanée. Lorsque vous voyez les Occidentaux fonctionner aujourd'hui, vous pouvez vous reporter en arrière. Vous allez voir que les choses se sont passées de la même manière. Ce qui fonde les deux traites, c'est la religion. C'est-à-dire que vous savez bien que pour l'islam, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Donc tout ce qui n'est pas islamique est infidèle. Et tout ce qui est infidèle a qualité à être mis en esclavage. Le christianisme agit pareil. C'est-à-dire lorsque les Européens viennent en Afrique, c'est pour faire des Africains des païens. Qui étaient des païens, c'est pour faire des chrétiens. Mais pour en faire des chrétiens, il faut qu'ils les prennent pour les amener à l'extérieur. Et quand nous arrivions dans cette terre étrangère, nous ne pouvions pas mettre le pied sur ces sols-là avant que nous ayons été baptisés. Bon. Donc, vous voyez bien que les deux vont de pair. Seulement, ce qui se passe ici, c'est que il y a le mouvement qui va s'opérer, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand les Européens ont compris maintenant qu'ils avaient besoin de plus en plus de main-d'œuvre, ils vont vider leurs prisons des tueurs en série. Le Portugal va vider ses prisons parce que c'est le Portugal qui a été le premier à commencer avec l'Espagne. Et on va envoyer en Afrique des individus qu'on appelle des lanzados. Les lanzados sont des tueurs en série. C'est-à-dire que c'est des gens, on dit, oh, vous les voyez une fois, pas la deuxième. Et on les appelle la semence de l'enfer. Donc c'est eux qu'on va envoyer comme fer de lance, qu'on va introduire à l'intérieur de l'Afrique. Alors on va leur dire d'aller faire une nation nouvelle. Leur travail est le suivant. Ils vont aller attraper des esclaves. C'est eux qui vont se faire nommer eux-mêmes les princes marchands. Donc c'est des débiles mentaux, c'est des malades, je vous dis c'est des tueurs en série, qu'on va lâcher. Et d'un autre côté, on va attraper à l'île de Sao Tomé. Il y a des juifs qui cultivaient la canne à sucre dans cette région du monde, qui vont attraper des femmes noires qu'elles vont violer. Alors, elles vont avoir avec ces femmes noires des métis. Vous allez voir comment la mémoire génétique fonctionne. Ces métis, on va les appeler les métis rabatteurs. C'est-à-dire qu'on va les élever dans la haine des Noirs. Vous avez jusqu'à présent, si vous allez en Angola, le problème que posait Savimbi, par exemple, dans sa guerre contre le MPLA, c'est que le MPLA a dans ses rangs des métis. Parce que cette période a tellement traumatisé les Africains que, pour eux, tout métis est un danger potentiel. Donc, on les appelle les métis de Sao Tomé, les métis rabatteurs. Alors, c'est ces métis qui vont faire jonction avec les lanzados. Et c'est là, maintenant, que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où c'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification maintenant des razzias négriers va commencer. C'est-à-dire que le phénomène est le suivant. Les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lanzados. C'est-à-dire que les lanzados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. Quand les Portugais arrivent, quand les lanzados vont commencer à entrer au Congo, dans cette partie du monde,
Nzinga Bemba, c'est-à-dire que celui qui sera Alfonso Ier, est un gouverneur de province. Exactement. Bien. Maintenant, il a compris que le danger est arrivé au Congo. Parce que quand les Portugais arrivent, ils disent qu'ils viennent évangéliser et qu'ils apportent la religion. Mais Nzinga Bemba a compris tout de suite que ces gens-là ne venaient pas uniquement pour la religion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se convertir au catholicisme. Et il se fait donc appeler Alfonso Ier. Et il se dit immédiatement, il décrète qu'il est le frère du roi du Portugal, Jean Ier. Donc, voilà deux frères qui sont des rois chrétiens, chacun en son royaume. Mais ce qui va se passer, c'est que Nzinga Bemba constate que, malgré le fait qu'il soit un roi chrétien, les Portugais continuent de venir enlever des Congolais pour les amener. Alors il écrit à son frère, à son royal frère, il dit, mais je ne comprends pas que je sois ton frère, un roi chrétien, donc les Congolais sont sous ma responsabilité, donc ils ne sont plus païens puisqu'ils ont un roi chrétien, mais que tes hommes continuent à venir les enlever, me pose problème. C'est-à-dire que c'est des Portugais qui enlèvent. D'ailleurs, Nzinga Bemba, pour contourner, contourner le roi du Portugal, il va prendre ses neveux et ses nièces, il va les envoyer au Portugal pour qu'ils fassent des études religieuses. Et qu'est-ce qui va arriver? On va tout simplement les arrêter en pleine mer, en plein océan. On va les vendre au Portugal. Et c'est là, et lui-même a échappé à 15 attentats. Et c'est là que Nzinga Bemba va écrire au roi du Portugal. Et ça va commencer à se gâter parce qu'il reproche au roi du Portugal de ne pas tenir sa parole et en insinuant d'ailleurs qu'il avait été dupé, il a été abusé, puisque le roi du Portugal, lorsqu'il venait, il envoyait ces gens chercher, prendre des Congolais, les attraper. C'était pour en faire des chrétiens. Or, lui étant roi chrétien, il ne comprend pas qu'on continue à venir les enlever. Et là, le roi du Portugal va lui signifier que s'il continuait à protester, il finirait lui-même certainement dans une cale de bateau. Établissons d'abord ceci. L'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Africain d'avant les razzias négrières. C'est la première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui certains régisseurs qui collaborent avec l'Occident contre leur peuple, dites-vous bien que ces Africains n'ont rien à voir avec les Africains d'avant les razzias négrières de l'Atlantique. D'abord parce que une société a une culture. Il n'y a pas de culture universelle comme ça. Sinon, tout le monde serait pareil. Nous agirions de la même manière, fort heureusement d'ailleurs. Bien. Lorsque vous regardez comment les sociétés fonctionnent, elles ne peuvent fonctionner que par rapport à leur philosophie de base. Nous avons 3 grandes sociétés noires dans le monde. Du monde avant les razzias négrières. Il y a l'Afrique, il y a l'Égypte pharaonique, il y a l'Inde. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les habitants de l'Inde actuelle, ce ne sont pas les vrais habitants de l'Inde. Les vrais habitants de l'Inde, ils sont dans une petite île, ils sont à peu près 8500. Parce que les Ariens les ont poussés dans cette île-là. C'est eux qu'on appelle les Dravidiens. C'est les vrais habitants de l'Inde. Et c'est eux qui ont laissé comme héritage la non-violence en Inde. Pourquoi? Parce que Bouddha, dont le vrai nom s'appelle Sakyamuni, était un prêtre égyptien, nègre, qui est allé construire cette dynastie. C'est pour cela que dans beaucoup de statuettes de Bouddha, vous voyez souvent des ronds sur les cheveux. C'est des cheveux crépus. Bien. Vous avez l'Égypte pharaonique. On peut aller demander à Havas, maintenant, n'a jamais pratiqué l'esclavage, contrairement à ce que les films américains ont voulu démontrer depuis, parce qu'il faut savoir que on voyait des Juifs qui étaient en train de construire des pyramides, alors que quand les Juifs sont arrivés en Égypte, on ne construisait plus de pyramides. La société africaine, celle qui est là, ne pouvait pas connaître, il n'y a même pas de mot générique pour désigner un esclave. Et pourquoi ces sociétés fonctionnent de cette façon? D'abord parce que dans toutes ces sociétés, le roi était d'abord un prêtre. Et le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel étaient réunis dans la même personne. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, ils étaient nus et ils portaient une peau de panthère.
vous pouvez voir, quand le pharaon prend le pouvoir, le roi d'Afrique prend le pouvoir, nous n'avons plus les images de l'Inde. Donc, ce sont ces sociétés qui ont fait. N'oubliez pas que l'homme est venu d'Afrique. Comme disait Cheikh Anta Diop, si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas de blanc. Donc, ces sociétés sont des sociétés extrêmement spirituelles qui ne peuvent pas avoir les mœurs qu'ont les sociétés qui ont vécu dans les grottes. Bon. Vous savez, quand nous voyons souvent des peintures rupestres, n'allez pas croire que les gens dessinaient des tableaux pour aller les vendre quelque part. Maintenant, on peut les exposer dans les musées. Mais c'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire. Cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal dans un rite magico-religieux, et une fois qu'il l'avait tué, il était convaincu qu'il l'avait tué. Nous, en ce qui concerne l'humanité, on nous aliène d'abord. Une fois qu'on nous a aliénés, nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. D'autant que c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. C'est d'abord que nous avons vu, pendant ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était la guerre entre les Européens, mais tout ce qui se passe ici devient mondial, on rançonnait. Il fallait des soldats pour aller combattre en Allemagne. Mais on a vu que le Cameroun, par exemple, ne devait pas faire la guerre, puisque le Cameroun n'était pas une colonie, c'était un État protégé. Mais les Français, n'empêche, ont demandé ce qu'ils appellent l'effort de guerre, et tous ceux qui refusaient d'aller faire la guerre, on les abattait sur place. Bon. Donc, ça veut dire ceci, moralité, je suis tout à fait sûr que, à cette époque, sans oublier que il y a certains rois africains dont on vous parle qui n'étaient pas des Africains, qui étaient tout simplement des Blancs. Parce que vous pouvez entendre aujourd'hui le roi Makoko. Si on vous ramenait le vrai roi Makoko, vous ne le reconnaîtriez pas. On a vu, je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les Occidentaux ont tous les mêmes techniques. Quand le roi des Belges voulait le caoutchouc, et que les troupes belges allaient dans les villages, les gens se sauvaient, ils se cachaient dans la forêt. Alors qu'est-ce qu'on a inventé comme technique? On leur a inventé un individu qui s'appelait Kabilanga. Alors, on leur dit, Kabilanga, viens vous visiter, alors que c'était un Belge qui venait avec son armée, et il s'appelait Oscar Michaud. C'est comme ça que les Noirs se faisaient avoir. Donc, moi, je maintiens que la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs. Nous ne sachions pas qu'on nous ait dit que, oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, lisez Ibn Battuta, Voyage au Soudan. Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit, il avait voyagé dans le monde entier, c'était un arabe espagnol. Il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Koufan Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soundiata Keita et les Soumaoro Kanté. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Alors, il y a un phénomène en physique qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire que on oublie souvent, dans un premier temps, au traité de Tordesillas, l'Afrique, le monde avait été distribué, donné par le pape au Portugal et à l'Espagne. Donc, quand la traite commence, quand les razzias commencent, il n'y a que ces deux seuls pays qui ont le droit d'entrer en Afrique. Aucun d'autre n'a le droit de le faire, puisque c'est le pape qui détermine, c'est lui qui détient le monde. Et par la suite, les Européens ont vu l'intérêt qu'il y avait d'aller avoir du pétrole, c'est-à-dire des nègres, pour aller les faire travailler à leur compte.
Donc tout le monde, toute l'Europe a été en Afrique. Toute l'Europe sous la Russie. C'est-à-dire que c'était la ruée vers l'or à l'époque. D'ailleurs, dans le livre qui va sortir, je produis une carte. L'Afrique, le premier fort portugais, c'était Alguin en 1455. Mais quand donc les razzias ont pris leur élan, où vous avez des balais de bateaux qui allaient, qui revenaient, vous aviez toute l'Afrique était crénelée de fort. Ça tirait nuit et jour. De telle manière que les Africains, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la mémoire génétique. Les Africains, dès qu'il y a un conflit quelque part sur un territoire, vous pouvez l'observer chaque fois, chacun prend son baluchon et s'en va. C'est d'ailleurs pour cela que c'est ça qui a incrusté l'instabilité chronique aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que les Africains ne se sentent pas en sécurité en Afrique et ils croient toujours qu'il y a un danger qui les guette. Les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Les ethnies, voilà donc les conséquences aussi des razzias négrières. Les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique, tous les linguistes vous diront que lorsque un groupe quitte la cellule mère et qui s'éloigne pendant un moment, la langue change, commence à changer petit à petit. Prenez, nous sommes à Paris, prenez les enfants de Montfermeil et ceux de, je ne sais pas moi, un autre quartier, les enfants qui se battent dans les banlieues. Vous fermez la France. Vous les dressez les uns contre les autres. Vous allez voir que cette mémoire qu'on appelle la mémoire génétique qui peut durer pendant des millions d'années, les gens s'en souviennent. C'est des quartiers. Comment les gens peuvent penser que l'Afrique, il n'y avait que des empires en Afrique? Comment dans des empires il peut y avoir des ethnies? Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la massification dont vous parlez, c'est que maintenant, les Occidentaux ont compris, les Européens ont besoin, chacun maintenant, d'aller se faire des colonies à l'extérieur. Ils construisent donc des tanks. Ce n'est plus des petits bateaux qui prennent 200 personnes, 300 personnes. 900 jusqu'à 1000. Il est arrivé même un moment, avec l'histoire du Zong, où on leur a interdit, c'est-à-dire que c'est même une interdiction qui a été très dangereuse parce qu'il y avait des espaces où il fallait mettre tel nombre d'hommes, tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Un gars comme Gouguano au Tébak, qu'on a arrêté à Fanti, il dit lui-même qu'un jour ils sont allés se laver, il était 20 enfants, garçons et filles. À un moment, ils sortent de l'eau, ils voient des blancs avec des sabres et des pistolets qui les amènent dans les bateaux. Alors, ils vont commencer à enlever des enfants. Parce que les enfants tiennent moins de place. Ce qui fait qu'au lieu d'amener 900 esclaves, on amène 1300. Premièrement, les prisonniers de guerre, je ne crois pas, parce qu'il faut que nous sachions ce que ces prisonniers de guerre faisaient. Parce que si nous en tenons à des prisonniers de guerre qui devenaient des esclaves en Afrique, je crois que les Européens auraient trouvé, selon leur propre proclamation, ils auraient trouvé que des esclaves partout. Parce que, pourquoi ils venaient en Afrique? Ils disaient que parce que les Africains étaient cannibales, parce que les Africains étaient païens, parce que les Africains n'arrêtaient pas de se faire la guerre, parce que les Africains avaient des rois despotes. Tout peuple qui fait la guerre doit perfectionner son armement. Si les Africains s'étaient fait la guerre, les Européens ne les auraient jamais trouvés avec un armement aussi rudimentaire. Ce n'est pas possible. 2, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Vous avez montré tout à l'heure une image des villes, des cités. Effectivement. Je vous invite à lire le livre de Pigafetta, Le Congo et ses alentours. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie. Maintenant, pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus? C'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme. Il y avait des révoltes tout le temps. Notre peuple en mer, en terre, donc ils sabotaient les plantations. Jusqu'au jour où on demandait aux enfants. Et les enfants disaient au maître blanc, vous êtes allés attraper nos parents en Afrique, vous les avez amenés ici. Alors pour arrêter cette hémorragie,
qu'est-ce que les Blancs vont trouver comme phénomène? Un, ils prennent le père qui a dit à ses enfants. Ils élevaient des oiseaux de proie. On appelle tous les esclaves. On met l'homme dans la cage, on met les oiseaux de proie, qui le mangent devant tout le monde. On prend ses enfants, on va à tel maître, on va à lui-ci, à l'autre. Et on leur dit, celui qui dit encore à ses enfants qu'on est tenté d'aller vous attraper en Afrique, voilà ce qui va lui arriver. Et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres. Voilà comment, petit à petit, c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. 1 siècle, 2 siècles, ça devient la vérité. Et les Noirs ont fini par croire que les Africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus. Je pense qu'il est nécessaire finalement de mieux connaître l'histoire des résistances à la fois en Afrique, sur les terres où ont été pris les esclaves, l'histoire des personnes, des individus et des groupes d'individus qui ont résisté à la déportation, tout comme ceux qui ont été déportés, par exemple les révoltes marronnes aux Caraïbes. Donc il est très important de connaître cette histoire, mais il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement, pour la mémoire collective et pour l'histoire, il est aussi important d'enseigner, c'est mon opinion, qu'il y avait des complices locaux. Par exemple, le roi d'Abomey, en 1770, il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling. Il tirait ça de la vente des esclaves. Ça fait à peu près 1,5 milliard d'euros. C'est énorme. L'essentiel, et c'était pas un blanc, c'était un noir. L'essentiel de ses revenus venait de la vente d'esclaves. Donc, à mon avis, ne pas pointer cela aussi, c'est peut-être commettre une erreur aussi, et une erreur qui n'est pas bien parce qu'elle déresponsabilise. Elle enlève la capacité, finalement. Oui. Elle dit ce sont des gens. Bon, vous disiez tout à l'heure, c'est un individu, mais non, il représentait un État. Le temps ne travaille pas pour nous, donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça. Vous savez, c'est une astuce. Vous me dites en 1700 combien? 1700. Les sons 1700. Ouais. Les razzias négrières ont commencé en Afrique en 1441. Oui. Bien. 3 siècles après. Voilà. C'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous êtes en train de me dire là. Vous me dites, oui, voilà, les francophones et les anglophones sont toujours battus en Afrique depuis qu'il est... Bon, j'ai une autre date. 1440, Kanga Moussa, il va faire son pèlerinage à la Mecque et il a 1500 esclaves. Kanga Moussa, c'est pas la transatlantique ça. C'est pas Kanga Moussa. Ça, c'est la traite... lui aussi, il a vendu des... Non, la différence fondamentale, vous allez voir la différence. J'en parle dans mon livre. La différence fondamentale est que Kanga Moussa faisait le djihad. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est les rois, à part Komboro, au XIIe siècle, qui a adhéré lui-même à l'islam, tous les autres rois et empereurs africains, quand ils adhéraient, leur peuple les lâchait. Donc ils faisaient le djihad. C'est-à-dire qu'ils forçaient leur propre population à devenir musulmans. Sinon, ils les vendaient. C'est ça. Donc c'est totalement différent. Sur le phénomène dynamique, vous avez 30 secondes. Et l'émission est terminée. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe. Mais depuis que l'Afrique existe, les Africains n'étaient pas des anglophones. Ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué, c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est l'or noir. Il n'y avait que la traite négrière. Les gens ne savaient rien d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça. C'est-à-dire que quand on siffle la fin du jeu, les gens se demandent, mais comment nous allons vivre? Ils ne cultivent même plus la terre. Les manuels d'histoire, dans la plupart des cas, lorsqu'ils traitent de la traite des Noirs, ils se focalisent au XVIIIe siècle. Au XVIIIe et aussi un peu au XIXe siècle. Et le 15e, 16e et même le 17e siècle, c'est à peine s'il les survole. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, c'est que le 18e et le 19e siècle,
donne beaucoup d'éléments vrais aux historiens pour montrer qu'en fait la traite des Noirs a été une question africano-africaine, que ce sont des Africains qui ont vendu d'autres Africains. Parce qu'en effet, au XVIIIe siècle, on va trouver des rois télé africains qui vraiment réduisent l'activité de leur territoire à la chasse d'autres Africains, parce qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, toutes ces nouvelles élites émergentes qui ont émergé après la destruction des royaumes, après la destruction des empires, après que les autorités africaines légitimes à la fin du XVe et au XVIe siècle aient été exterminées, évincées ou écrasées quand ils sont opposés à résistance. Toutes ces nouvelles et émergentes élites qui ont remplacé les autorités légitimes qui avaient été soit écrasées, soit massacrées, etc., ils se sont installés dans cet engrenage où des Africains vendaient d'autres Africains. Ça, au XVIIIe siècle. Comme aujourd'hui, en fait. Oui, les élites, comme les Lumumba, on enlève pour mettre les Mobutu. Voilà. Donc, ça explique qu'il y ait une focalisation au XVIIIe siècle et au XIXe. Et cela permet que ce qui ont fait est la conséquence d'une destruction qui avait commencé déjà bien avant l'arrivée des Européens, mais qui s'est intensifiée avec l'arrivée des chrétiens au milieu du XVe siècle. Toutes les conséquences de cette dévastation qui va devenir de plus en plus sanglante, de plus en plus sanguinaire au XVIe siècle et au XVIIe, apparaît au XVIIIe et au XIXe comme la cause vraie de la dévastation de l'Afrique. Si bien que le lecteur ne peut pas se rendre compte que ce qui apparaît là au XVIIIe siècle est le résultat du cumul des traites négrières, aussi bien transatlantiques que transsahariennes ou arabo-musulmanes et chrétiennes. Donc c'est pourquoi ce travail concernant les esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs est un travail très 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 important à plusieurs égards, parce que j'ai essayé, j'espère avoir réussi à rester très respectueuse de la vérité dans toute sa complexité, y compris la complicité des Africains qui à l'époque ont trahi, ont vendu les rames au diable, ont livré des frères à l'ennemi, comme encore aujourd'hui, il y a des Africains qui ont été complices de l'assassinat des vrais patriotes africains indépendantistes et anticolonialistes et qui en retour ont été mis en place par les pouvoirs colonialistes et continuent de nos jours à réprimer et à massacrer et à couper la tête de tous ceux qui veulent se redresser. Donc on voit que nous sommes toujours dans la même dynamique, dans le même engrenage, et c'est contre cet engrenage qu'il faut travailler. Mais pour travailler contre cet engrenage, il faut déjà le comprendre. Et il faut déjà le saisir dans toute sa complexité. C'est pourquoi moi je vous inviterai, pour ceux qui ont déjà lu La Férocité blanche, moi j'aimerais bien que vous lisiez Traité des Blancs, Traité des Noirs, que vous lisiez Congo, les mains coupées. Mais bon, si vous ne pouvez pas tout lire, au moins lisez le dernier ouvrage, Victimes des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs, que c'est un ouvrage qui vient compléter la recherche qui avait été déjà exposée dans La Férocité blanche. Donc, il s'avère que, mais tout ça, il faut discuter de tout ça ouvertement dans les débats. Donc, il s'avère que nous avons hérité d'un boulet historique que nous traînons. Ce boulet historique, ce n'est pas, ne concerne pas les événements historiques en tant que tels. Je dis bien que le regard que nous avons
sur notre passé, sur notre dimension africaine et autres, ne résulte pas des faits qui se sont déroulés dans l'histoire. Non. Ce regard-là découle d'un récit colonial qui a été fait des événements. Et c'est en vertu de ce récit colonial que Aimé Césaire a dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, c'est-à-dire des gens capables de défendre le point de vue des lions, eh ben, les histoires de chasse vanteront les mérites des chasseurs, nous sommes dedans. Bon. Mais là où c'est problématique, c'est de voir que, comme le son de cloche, qui est le récit des chasseurs, est le plus métastasé médiatiquement parlant, parce que enseigné même, je dirais, dans les établissements, il s'avère qu'il en résulte une atrophie de notre moi intérieur, une atrophie de notre moi intérieur, parce que nous considérons que avant l'arrivée de l'Europe, l'Afrique n'était que sauvagerie et bestialité, il n'y avait rien, et c'est l'arrivée de l'Europe qui a contribué à apporter les éléments de la civilisation, qui fait que vous avez des gens qui vous disent ouvertement aujourd'hui que le fait que on ait été déporté à fond de cale de bateau d'Afrique vers ici, pour eux c'est même pas un problème, parce que dans le fond, ils ont pu sortir du continent africain. Vous voyez que pour tenir de tels propos, il faut ignorer le fait que durant ce qu'on appelle l'Afrique impériale, c'était le Dark Age en Europe. Le Dark Age que les Français appellent le Moyen Âge. Et les gens viennent nous comparer. L'ignorance, c'est quelque chose. Le Moyen Âge et toutes ces périodes de troubles avec les rois de France qui savent même pas quoi donner à manger à leur peuple, à l'Afrique impériale, où vous avez des empires puissants avec des organisations politiques et des gens qui, des peuples qui se sont organisés et qui ne manquent de rien. Parce que, comme je l'aurais dit à HEC, je pense que celui qui est parti sur un bateau pour chercher une solution à son problème, en allant prendre chez les gens ce qu'il n'a pas chez lui, c'est lui qui avait un problème au départ. Parce que l'Afrique n'a jamais quitté, aucun royaume africain a dit nous allons quitter l'Afrique pour aller nous installer ailleurs, parce que ce que Dieu nous a donné en Afrique, eh ben, ne nous permet pas de vivre, on part, on quitte le continent, on va ailleurs. Quel royaume africain qui s'est extradé? Aucun royaume africain, aucun colonialisme africain ne s'est installé pour dire que, et même quand on parle de l'Égypte antique, moi je rigole, quand on vient nous dire que les pharaons entretenaient des mines, donc avaient des mines de turquoise dans le Sinaï, Pharaon avait des mines de turquoise au Proche-Orient. Mais attendez quand même, il y a une chose que tout le monde oublie. Quand on a fait les fouilles, les plus anciennes attestations de la présence humaine sont celles de Kimoun, sont celles de Pharaon. Vous voulez que je vous lise l'article qui parle des fouilles réalisées dans la bande de Gaza? Vous voulez que je vous parle de fouilles réalisées en Israël pour montrer quelles sont les plus anciennes constructions? Ce pays a toujours appartenu à Pharaon. Les gens sont arrivés après. Des fois, les gens ont du mal à imaginer que quand nous parlons des pharaons, nous parlons au bas mot du 5e millénaire. Du 5e millénaire. Où les gens ont commencé à prendre position. Ça, ce sont les fouilles de Derling, qui était dans une équipe allemande, qui a dit que, et qui utilise un terme qui dépasse l'entendement. Le colonialisme pharaonique. Mais comment tu fais du colonialisme lorsque tu arrives en premier? Tu arrives au premier, tu fais l'exploration pour voir quelles sont les fouilles, qu'est-ce qu'il y a qui t'intéresse, et tu crées une administration pour pouvoir faire en sorte que ce qui t'appartient, que tu puisses en jouir. Après, il y a eu les turpitudes de l'histoire, et on vient nous dire que Pharaon faisait du colonialisme dans le Sinaï. Mais il y avait qui avant Pharaon dans le Sinaï? Il y avait quelqu'un? Bon, écoutez, non, parce que c'est là où, vous voyez, quand les gens commencent à raconter des bêtises comme ça, c'est là où je me dis, mais vraiment, il y a des gens qui ont un profond manque de respect.
Ils savent très bien qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites. Ils savent très bien que les premières traces d'habitation sont celles de l'Afrique pharaonique, mais ils viennent vous dire que Pharaon faisait du colonialisme là où il y avait personne. C'est-à-dire, on invente une définition colonialiste qui n'est pas celle du dictionnaire. Donc il faut quand même arrêter. Bon. Il faut savoir que, en vertu de ce que Boumba Bong a dit, tous les peuples n'ont pas la même culture. Parce que ils n'ont pas le même environnement, ils n'ont pas la même histoire, et ils n'ont pas non plus les mêmes pratiques. Parce que vous savez que l'environnement va influer sur la façon dont tout simplement vous allez organiser votre vie collective autour de la chasse, la pêche, l'agriculture. Bon. Maintenant, lorsqu'il s'agit de dire que tous les peuples ont fait l'esclavage, moi je m'élève contre ça. Et j'explique pourquoi. On ne peut pas prendre la définition d'Aristote qui correspond à un environnement particulier et une vision dans un paradigme, c'est-à-dire un cadre intellectuel précis, où on considère pas l'homme comme une parcelle de la divinité, véritablement, et appliquer cette définition aux autres cultures du Sud en disant que tout le monde a fait, tout le monde a pratiqué. Moi, je préfère m'en tenir aux faits et voir véritablement dans l'analyse même qui a été faite des personnes qui ont été sur le terrain à l'époque et qui ont vu un certain nombre de pratiques, est-ce que le récit historique qu'ils donnent est conforme à la réalité? Parce que voilà que dans cette affaire-là, il y a une chose mais qui dépasse l'entendement, voyez-vous, c'est le fait de dire que en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Si nous prenons le cas des empires et des sociétés détribalisées, donc nous voyons que nous avons ce qu'on appelle les classes sociales. Alors si je prends par exemple ici le cas des sociétés soudanaises de Sénégambie, vous avez donc les guerres, donc première classe sociale, c'est-à-dire la noblesse, et les hommes qui n'ont pas de profession manuelle autre que véritablement l'agriculture, mais qui est considérée comme sacrée. Ensuite, on a les nénios. Les nénios, c'est-à-dire les artisans, les cordonniers, les forgerons, les orfèvres, ce sont des professions héréditaires. Et après, on a les djams. Donc les djams, c'est-à-dire les hommes privés plus ou moins de liberté. Donc on va s'intéresser à ces djams-là, puisque là, en l'occurrence, on voit qu'on arrive déjà dans la dimension qui nous intéresse. Sur cette notion de djam, il y a 3 types de djams. Il y a les djambours, qui sont les serviteurs du roi et qui composent l'infanterie. Alors, qui sont ces djambours? Ce sont des prisonniers de guerre. Vous savez que à certains moments, il y a des rivalités entre empires. Ces rivalités, on essaye naturellement de régler diplomatiquement, mais il est arrivé des fois où, la diplomatie ayant échoué, il y a eu l'affrontement. Maintenant, quand il y a eu l'affrontement, quel était le sort réservé aux prisonniers qui étaient tout simplement les guerriers de l'armée d'en face? Eh bien, ces prisonniers de guerre deviennent les possessions du vainqueur. Et donc, ils s'organisent à leur niveau, ils sont commandés par l'un des leurs, et ils s'occupent toujours de l'espace géographique ou du village ou du royaume dont ils avaient la responsabilité avant de perdre le conflit. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient régner même sur des villages qui n'étaient pas toujours le leur, des villages d'hommes libres, c'est-à-dire ils gardent leurs conditions de guerriers, tout simplement, mais ils se mettent au service de la couronne qui a vaincu. Donc vous voyez que l'aspect, oui, le captif de guerre devient tout de suite serviteur et compagnie, vous voyez que c'est pas ce qui est dit. Bon.
Ensuite, il y a les Diamnegdei, qui sont les serviteurs de la maison, donc d'une façon générale de la maîtresse de maison. Et ceux-là sont considérés comme des membres de la famille, ils sont consultés, hein, ils sont fidèles et respectés, et c'est eux qui s'occupent en fait de l'éducation des enfants, du repas, enfin ils sont dans la famille, ils servent la famille quoi en fait. En réalité, voilà un peu le principe. Et les Diamnegdei, maintenant, qui sont les serviteurs maintenant au niveau des hommes, des nobles. Alors il faut, pour comprendre ça, se rappeler du film de Christian Clavier, Les Visiteurs, où on avait donc le noble qui avait son gueux, qui était Christian Clavier, qui le suivait partout. Là, on se rend compte que nous serions plutôt dans ce cadre-là, donc au niveau des Diamnegdei, puisque c'est un noble qui a un serviteur. Donc, par exemple, quand il a passé, il est sorti à cheval. Dès qu'il arrive, sa monture elle a soif, il faut l'emmener se reposer, compagnie. Eh ben, c'est ce serviteur-là qui est préposé à s'occuper de son cheval chaque fois qu'il revient donc de sortie à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a même des représentations de ces Diamnegdei, donc qui s'occupaient du noble qui était un chevalier en quelque sorte, hein, donc qui s'occupe du chevalier. Moi j'ai certaines représentations. Alors maintenant, comment on se retrouvait en position servile en Afrique impériale? Comment on se retrouvait en position servile? Parce qu'il faut quand même comprendre le fond. Il faut savoir que dans les royaumes africains, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas, c'est tous ces trucs-là, on va vous mettre à Alcatraz, on va vous fermer à la prison de machin, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, quand il y a un préjudice grave, il y a un conseil qui se réunit et une décision est prise. Donc ça, on aura l'occasion donc de le voir très très rapidement. Il y a aussi le fait, par tout simplement la famille, d'hériter le statut des parents. Donc les parents étaient déjà en position servile. On est dans cette famille-là, on hérite donc de la situation de servilité. Et enfin, il y a les captifs de guerre qui sont répartis selon les trois catégories de diam qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que un empire, par exemple, qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à la pêche, eh ben, les gens vont devoir faire une pêche pour nourrir tout l'empire. Un empire qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à l'artisanat, eh ben, ils vont se charger de faire des tables et des chaises pour tout l'empire. Donc vous voyez que cette dimension historiographique montre que quoi? Montre que l'Afrique, dans sa dimension historique, a évolué comme partout ailleurs. Hein, vous voyez bien que les rois de France, le roi de France n'était roi que de l'île de France, et il y avait des guerres qui étaient des guerres fratricides entre le souverain de Bordeaux, le souverain de Nantes, le souverain de Picardie, de Normandie, hein, et c'est finalement le roi de France qui l'a remporté, tout simplement parce qu'il avait un connétable hors du commun qui était Gaston du Guesclin, qui était totalement noir. On aura l'occasion d'en revenir dessus. Et c'est lui qui possède et qui possédait le Mont Saint-Michel. Parce qu'il y a une chose que les gens ils ignorent, c'est que quand ils vont au Mont Saint-Michel, c'était la maison de connétable qui était noir. Je dis bien noir, charbon, vélo, solex, et qui s'appelait Bertrand du Guesclin. Et c'est lui qui a été guerroyé pour le compte du roi de France et qui a vaincu tout le monde. Il a vaincu tout le monde et il est venu redonner les épées de tous les souverains au roi de France, qui l'a fait connétable de France, c'est-à-dire second du roi après le roi. Et c'est comme ça que pour la première fois, le roi a pu aller au-delà de l'île de France et descendre même dans le sud, puisqu'il avait vaincu tout le monde. Mais on aura l'occasion de parler de Bertrand du Guesclin, parce que toutes les statues qu'on vous montre du type aujourd'hui sont des statues d'un homme blanc. Et moi, je vous garantis que Bertrand du Guesclin était un noir africain. Voilà. Et ça, on a quand même des preuves précises. Même si toutes ces statues sont trafiquées aujourd'hui et que sa représentation à la basilique de Saint-Denis
nous montre quelqu'un qui n'a rien à voir avec son faciès initial, mais nous, il y a des dossiers qu'on sait. Voilà. Et il y a des gens qui sont pas bêtes. Il y a encore des historiens aujourd'hui, dans l'Hexagone, quand ils font le portrait de Bertrand du Guesclin, ils font un noir, qui semble-t-il était plutôt Bassa du Cameroun. Voilà. Donc, et au Mont-Saint-Michel, qui lui appartenait, j'ai eu l'occasion d'aller voir la librairie officielle du Mont-Saint-Michel et de demander à la dame, est-ce qu'elle a un ouvrage sur Bertrand du Guesclin? Et la dame m'a répondu, non, on n'a rien. J'ai dit, est-ce qu'il y a une carte postale? La dame m'a dit, non, il n'y a rien. Je dis, mais madame, excusez-moi. Bertrand du Guesclin habitait en face, là. Toute cette demeure-là, toute cette grande... c'est l'habitation de Bertrand du Guesclin. Le Mont-Saint-Michel, c'est là où il habitait. C'était chez lui, le Mont-Saint-Michel. Et vous êtes en train de me dire que dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas un livre sur Bertrand du Guesclin alors que c'était chez lui? La dame me dit oui. Bon, on aura l'occasion de revenir. Bon, tout ça, c'est des petits dossiers. Donc, voilà que j'appelle à la barre Liliane Crété, historienne française, sur la même problématique. Que dit Madame Crété? Je vous lis Madame Crété. Que les peuples de Sénégambie se vendissent des captifs n'a rien d'étonnant. Leur société était esclavagiste. Je relis la phrase de Madame Crété. Que les peuples de Sénégambie vendissent des captifs n'a rien d'étonnant. Leur société était esclavagiste. Chez les Wolof comme chez les Sérères, la société totalement inégalitaire était divisée en 3 classes distinctes. Au sommet se trouvaient les guerres ou hommes libres, venaient ensuite les néniaux également libres, classe formée d'artisans et de griots, et enfin il y avait les djams ou non libres, répartis en 2 groupes, les esclaves nés de la maison du maître, appelés esclaves de case, et les esclaves nouvellement achetés. Bon, donc, vous voyez, moi, excusez-moi, moi, quand quelqu'un fait une intervention comme ça, la première chose que je lui pose comme question, c'est est-ce qu'il peut me citer un endroit où il existe une société inégalitaire, une société égalitaire, pour venir me dire que en Afrique, il n'y a eu que des sociétés inégalitaires. Parce que toutes les sociétés ont des classes. Il y a des nobles, il y a des paysans, il y a des lettrés, il y a des religieux. Toutes les sociétés sont organisées comme ça. La dame, quand elle arrive en Afrique, alors qu'elle trouve exactement la même organisation que les sociétés occidentales, du Moyen-Âge et autres, elle vient te dire que le truc est inégalitaire. Bref. Mais c'est pas tout. Jusque-là, moi, je rigole. Je dis oui, parle. Parce que le problème de fond, c'est qu'il y a un moment, après avoir bien parlé, je connais la documentation et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu vas te tenir à la documentation scientifique que nous avons tous ou est-ce que tu vas commencer à délirer? Voilà que Madame Crété dit, en conclusion, bien que l'esclavage fut surtout le châtiment du vol et autres crimes, les captifs comptaient parmi eux bon nombre de prisonniers de guerre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça rejoint tout simplement ce que je disais et que les annales des explorateurs disent. C'est quoi? Il n'y avait pas de prison, il n'y a pas de bagne, il n'y a pas l'Alcatraz, il n'y a pas la guillotine, il n'y a pas la potence. On ne pend pas les gens. Hein? On note pas la vie des gens quand ils sont condamnés pour des raisons de délit plus ou moins graves. Donc, quand il y avait un délit et l'auteur du délit est jugé par le conseil et les victimes viennent parler, le conseil va délibérer et va condamner l'auteur du délit à une peine de servitude. Une peine de servitude. C'est pour ça qu'elle dit, bien que l'esclavage fut le châtiment du vol et autres crimes, elle le dit elle-même. C'est-à-dire que la personne va devoir réparer le préjudice subi. C'est-à-dire que, imaginez que un individu, dans une rixe, dans quelque chose, a tué un père de famille. Ce père de famille s'occupait du champ, s'occupait d'animaux, s'occupait de ci, s'occupait de ça.
eh ben, la personne qui est condamnée va devoir s'occuper de la totalité de ce dont s'occupait le père de la famille. Et cela jusqu'à ce que le dernier enfant de la victime ait atteint l'âge de la majorité et se soit marié. Qui fait que si, entre-temps, la personne qui doit subir la peine a des enfants, donc vous voyez qu'il rentre chez lui, il vit sa vie quand même, eh ben, les enfants sont victimes de la même peine. C'est-à-dire que l'enfant est tenu d'utiliser une grande partie de son temps pour s'occuper des animaux, amener les bœufs à boire et compagnie. Mais c'est ça, Bita Babla. Parce que là, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas dans la façon dont on a une mauvaise foi caractérisée. La mauvaise foi, elle est évidente. Et on raconte aux gens des mensonges et des fausses vérités pour leur enlever le sentiment d'existentialité. C'est-à-dire la capacité de dire je suis ce que je suis. C'est-à-dire, voilà, je viens du continent africain. Et je suis fier de le dire. On leur enlève la capacité de dire ça en leur racontant des sornettes. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de bagne. Il n'y avait pas de guillotine. Il n'y avait pas de potence. Quand quelqu'un avait commis un crime, le conseil s'est réuni. La justice a été rendue. La personne est condamnée à subir une peine de servitude. Ce qu'on reconnaît, Madame Crété. La question c'est, pourquoi elle commence sa phrase en disant que les peuples de Sénégambie vendissent des captifs n'a rien d'étonnant, leur société était esclavagiste, pour terminer en disant, bien que l'esclavage fut le châtiment du vol et autres crimes. Vous voyez pas qu'il y a une évidente mauvaise foi dans la restitution des éléments de l'histoire? C'est ça dont nous parlons lorsque nous disons qu'il faut que les lions aient leurs historiens pour faire en sorte que les histoires de chasse arrêtent de vanter les mérites des chasseurs. Bon. Et elle conclut en disant que les autres types de captifs étaient des prisonniers de guerre. Mais le gars est prisonnier de guerre et il garde le même statut qu'il avait avant de faire la guerre. Mais on ne peut pas utiliser le mot prisonnier de guerre. Puisqu'il était chef de régiment et son royaume a perdu la guerre, il demeure chef du même régiment qui présidait déjà, qui dirigeait déjà avant de faire la guerre. La seule chose qui change, c'est les intérêts pour lesquels il se battait. Dorénavant, il ne reçoit plus ses instructions du roi qu'il défendait et qui a perdu, il reçoit ses instructions du roi qui a gagné. Mais il garde sa condition. Il est captif de quoi? Mais attendez. C'est-à-dire, on prend l'histoire occidentale comme modèle, et même si on ne retrouve pas dans les faits le développement historiographique de ce qui se passe en Europe, on utilise le même vocabulaire pour faire diversion. Voilà, je dis les choses très clairement. Bon. Mais, là où je rigole, parce que moi je suis quand même obligé après, quand un historien fait ça, moi je prends vraiment une petite tisane, un truc tranquille, et moi je commence déjà à rire. Parce que je sais que tu vas devoir à un moment te contredire. Et moi j'attends patiemment que tu te contredises. Parce que tu ne peux pas mentir de midi à 14h, c'est pas possible. Parce que le problème c'est que toute thèse s'appuie sur des matériaux historiographiques. Et si tu te mets à raconter des bêtises sans avoir de matériaux historiographiques, à un moment il va falloir quand même que tu sortes les matériaux. Et tout le monde va voir que le matériau ne dit pas ce que tu dis. Et c'est ça qui est arrivé à Madame Crété. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Madame, bon, bref, elle dit que, disons-le, voilà, hein, maintenant, elle poursuit, disons-le, leur sort ne saurait être comparé à celui des esclaves transportés aux Amériques. Mais c'est pas ce qu'elle disait, hein, qu'elle laissait prétendre tout à l'heure. Mais là, maintenant, elle, le problème, c'est qu'elle est obligée de sortir les matériaux historiques. Donc, elle est obligée de nuancer ses propos. Elle-même. Bon. Et c'est comme ça qu'après, à la télévision, on vous dit que Madame Crété a dit que, je dis, mais est-ce que vous avez cité jusqu'au bout le passage? Parce qu'elle a commencé comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elle a terminé. Parce que voilà la fin maintenant, elle dit, même si un non libre ne pouvait sortir de la servitude, pas plus que sa descendance, il n'était généralement ni maltraité, ni mal aimé. Les esclaves de case faisaient partie de la famille. Leurs relations avec leur maître, rapporte un missionnaire, apparaissaient très étroites. Ils mangent presque toujours
dans la même calebasse et s'asseyent sur la même couche. Mais attendez, dans Les Visiteurs, vous avez vu Clavier s'asseoir à table avec le noble? Clavier était au sol et le noble balançait de la viande comme si c'était un chien. Mais là, ce que dit la Madame Crété, c'est pas cette relation-là qui est décrite dans le film Les Visiteurs dont elle parle. Là, vous avez deux individus qui se respectent. Bon, pièce à conviction numéro 25. Maintenant, si je prends Michel Hazard, donc, autre historien, Michel Hazard dit, en parlant du royaume Mossi, donc royaume Mossi qui se trouve donc dans l'espace du Burkina Faso, le captif dispose de sa personne. Il peut se marier et cultiver une terre. Ce n'est pas un objet aliénable. La relation qui s'établit entre le captif et celui qui a autorité sur lui n'est pas sans invoquer celle qui associe une personne ordinaire à son chef de famille. Autre analyse faite par une autre historienne, Béatrice Nzé. Béatrice Nzé prend le cas des Quizicos dans le royaume Nondo. Ceci nous ramène en 1626. Et elle dit que lors de l'élection du roi, il y avait un vote. Donc vote de la totalité du royaume pour choisir finalement le prétendant final. Et elle dit que ces Quizicos qui représentaient soi-disant ceux qui étaient dans la servitude, elle dit que l'importance qu'avaient les Quizicos dans la vie politique du Nondo se laisse apprécier par le fait que leurs supérieurs réunis avec les électeurs proprement dits et les chefs nommèrent le nouveau roi du Nondo en 1626. Vous avez déjà vu des esclaves voter pour le gouverneur de la Guadeloupe quand? Pour venir... Non mais c'est au-delà du réel. Les esclaves à Rome ont participé au vote de l'empereur quand? Quand est-ce que des choses comme ça se sont passées? Nulle part ailleurs. Et là, vous avez donc des preuves formelles que le champ sémantique du mot esclave, tel qu'on l'entend par la définition d'Aristote, n'est pas convenable à la réalité historiographique de la société africaine. C'est pour cette raison que je dis que il n'y avait pas d'Afrique, il n'y avait pas d'esclaves en Afrique noire à l'époque impériale. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il faut arrêter de raconter aux gens des histoires de mère debout. Parce que le problème de fond, c'est que quand on prend les analyses des uns et des autres, on voit que la nature de la relation, qu'entretenait celui qui était dans la servitude avec les autres, ne correspond pas à la définition d'Aristote où on dit que c'est un bien meuble. Vous voyez, c'est un outil de production, un objet animé. Aristote dit que l'esclave est un objet animé, alors que vous voyez qu'en Afrique, on ne porte pas atteinte à son intégrité humaine. Il se marie, il a sa propre gestion, c'est-à-dire son propre patrimoine, qui lui est inaliénable. Et non mais je vous dis, c'est pas un être maudit comme on sous-tend par la malédiction de Cham, non plus. Et c'est pas un instrument de production, comme dit Ernest Renan. Pourquoi c'est pas un instrument de production? Il y a un seul historien français que j'ai vu aborder les problématiques avec un minimum de sérieux. On fait croire que, sur le modèle occidental, où les Européens sont venus voler des gens en Afrique pour leur faire couper de la canne sans les payer, qu'il se passait la même chose en Afrique. Le problème de fond est lié à la culture africaine. C'est-à-dire, est-ce que la culture africaine autorisait qu'un individu qui n'a aucun lien avec la terre en question puisse venir toucher les fruits de cette terre et se mettre à cultiver? Vous savez que pour qu'une telle chose soit possible, il faut qu'il y ait une relation dématérialisée avec la nature. C'est-à-dire, il aurait fallu que l'Africain ne soit pas quelqu'un qui intègre la création comme étant des... Parce que tu ne peux pas venir dire qu'il est animiste en disant que tel pied-bois pour lui c'est une divinité, telle terre, tel cours d'eau, tel machin, tout ça ce sont des divinités pour lui, et venir nous raconter dans la même phrase
qu'il peut prendre quelqu'un, un groupe de personnes, et les mettre en esclavage dans le cours d'eau ou en esclavage sur la terre. Tu es obligé de supprimer une des deux possibilités. Soit tu dis qu'il n'est pas animiste et il a fait ça, soit tu dis qu'il a fait ça et attends, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire les deux. Parce que les gens nous prennent pour des imbéciles. Ils viennent dire que l'Africain est animiste, et après ça, ils viennent dire que l'Africain avait 14 millions d'esclaves, comme fait Patrick Grenouillot, en train de cultiver dans une traite interne africaine. C'est de la haute débilité. C'est de la haute débilité parce que, pourquoi je dis que c'est de la haute débilité? C'est de la haute débilité parce que il faut enlever, alors, dans ce cas, des analyses préalables qui ont été faites du fonctionnement social, philosophique, spirituel et rituel de l'Africain. Il faut faire sauter ces 4 choses-là avant de venir nous dire que les gars allaient capturer des gens pour les foutre en esclavage en train de cultiver leur manioc chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de cimetière. On ne mettait pas les gens au fin fond du village à côté de la décharge publique pour les enterrer. On ne faisait pas ça. Les gens étaient enterrés dans l'espace, dans la terre. Mais la terre où vivaient les vivants terrestres. On ne les mettait pas à côté, ils étaient là. Parce qu'ils représentaient ce qu'on appelle les anges gardiens qui devaient protéger les vivants. Donc, quand vous avez les ossements des dignitaires, des gens de votre famille, arrière-grand-père, grand-père et compagnie, enterrés dans votre sol, vous allez prendre des esclaves pour cultiver votre manioc, alors que vous savez que les ossements de votre père sont dans le sol là. Mais il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, voilà pourquoi, je dis franchement, il y a une seule fois où j'ai vu un historien français, parce qu'il avait vécu en Afrique, il s'est levé et il a dit, il faut arrêter de vouloir plaquer la réalité de l'Europe à l'Afrique. Parce que l'Europe avait sa vision civilisationnelle, mais l'Afrique a eu une vision civilisationnelle totalement opposée à celle européenne, qui fait que ce que l'Européen fait avec une grande facilité, l'Africain ne peut pas le faire, parce qu'il ne partage pas les mêmes idéaux spirituels. Là, j'ai regardé le gars, j'ai dit, voilà un gars, pour la première fois, je peux dire que il y a un gars qui a 2 neurones qui fonctionnent dans son cerveau. Voilà, tout simplement. Parce que là, j'ai dit, lui, au moins, il commence à comprendre un minimum de choses. Donc, le problème de fond, c'est que, d'un côté, vous avez des civilisations africaines qui ont choisi de ne pas mettre à mort ceux qui sont jugés. Mais il y avait quand même des délits. Il y avait des vols, il y avait vol de bétail, il y avait un certain nombre de choses. Donc, en fonction de l'importance du délit, on peut vous mettre... Donc, vous êtes condamné en servitude pour 1 an, pour 3 mois, pour 25 ans, pour 50 ans, et ad vitam. C'est-à-dire, vous pouvez être condamné aussi pour ad vitam. C'est en fonction de la gravité du délit. Tous les historiens, les Serge Dager, tout ça, tout le monde avoue que voilà pourquoi et comment on se retrouvait en esclavage en Afrique. Tout simplement, c'était le fruit d'une condamnation. Et la personne qui est condamnée à 50 ans, va avoir un enfant qui va naître. L'enfant va naturellement endosser cette condamnation jusqu'à ce que le délai de 50 ans soit arrivé à son terme. Et après, il va pouvoir reprendre son cours normal. Et vous avez des gens qui sont de l'empire adverse et qui vont intégrer l'empire. Donc vainqueurs, et se mettre au service, mettre leur production, leur réalité existentielle au service de l'empire vainqueur. Alors, comment nous avons encore une preuve que l'historien européen raconte n'importe quoi? Ça voudrait dire qu'il aurait existé un colonialisme africain de la période impériale, donc un colonialisme africain de conquête, avec imposition d'une culture, et le même gars qui te dit ça vient te dire qu'au Cameroun, il y a 250 dialectes et 460 façons de voir Dieu. Le problème, c'est le suivant. S'il a existé
un colonialisme africain des empires dominants. Comment ça se fait que il y a autant d'ethnies, autant de cultures, autant de façons de voir Dieu, comment on peut faire du colonialisme et ne pas obtenir le résultat normal du colonialisme? Parce que moi qui ai subi le colonialisme et qui suis né dedans et qui n'est pas encore terminé avec ce colonialisme-là dans mon pays qui s'appelle la Guadeloupe, je sais quand même de quoi je parle. Donc, il faut pas quand même venir me raconter des histoires à dormir debout.